Salut, je m'appelle Martin Larose et bienvenue à Studio Boréal. Aujourd'hui, à Studio Boréal, on reçoit l'auteur-compositeur-interprète Francis Forêt, qui est également propriétaire du studio Monolithe à Saguenay. Alors, on va enregistrer 2 de ses pièces. Vous allez voir, il a des tons de guitare extraordinaires. On va lui parler de son processus d'écriture, mais également aussi de son travail de réalisateur en studio. Alors, allons-y. Francis Forêt, bienvenue à Studio Boréal. Merci beaucoup, Martin. Grand honneur pour nous de te recevoir. Tout l'honneur est pour moi. Merci. Tu es originaire du Lac-Saint-Jean. Parle-moi donc de ça un petit peu. Oui, en fait, là, la famille du côté de ma mère vient toute de Métabetchouan. OK. Fait que ma grand-mère habite là, mes parents habitent là aussi. J'ai été longtemps à Jonquière, au Saguenay, et un peu à Montréal aussi. Mais je suis revenu dernièrement, là, 3-4 ans, à Métabetchouan. Je me suis établi là. Oui. Tu as une formation universitaire en physique. Je pense que tu as travaillé aussi dans le secteur de l'ingénierie, mais tu as pris une décision à un moment donné de te consacrer à la musique. Parle-moi donc de ça. C'est quand même un gros changement. Oui. Un gros changement, puis dans le fond, moi j'ai fait des détours. J'ai commencé par étudier en musique au cégep, la technique. Après ça, les sciences me manquaient. Moi, j'ai toujours été un peu dans les deux côtés. J'avais un côté très scientifique, puis un côté artiste dans la musique. Fait que j'ai étudié en musique, je suis retourné étudier en physique. J'ai travaillé là-dedans pendant plusieurs années chez Rio Tinto. Oui. Et puis, c'était très intéressant. C'était un beau travail, mais en parallèle, je me suis ramassé à encore avoir des groupes, à avoir un studio d'enregistrement, commencer à faire mes propres compositions, puis à me découvrir comme artiste, comme auteur-compositeur. Oui. Et puis, un moment donné, je faisais 60 heures chez Rio Tinto, 60 heures à la maison. Fait que là, ça passe ou ça casse. Oui. Il a fallu que je prenne une décision. Mais là, la décision, quand j'y ai pensé d'un point de vue de cœur, n'a pas été difficile à prendre. Parce que dans le fond, ce que je voulais poursuivre, puis ce que j'allais regretter si je ne faisais pas, c'était mon rêve de faire de la musique à temps plein. D'accord. Est-ce que ton côté scientifique t'a justement poussé vers la technique de son, parce que tu es quand même propriétaire d'un studio d'enregistrement également? Certainement, c'est sûr que j'ai abordé ça par là aussi. Dans le fond, mes 2 passions se sont rejointes. Dans un studio où on parle d'équipement et tout ça, ça compte mon côté scientifique un peu. Le son, l'acoustique, c'est quand même dans le domaine de la physique. Absolument. Puis le studio, c'est vraiment où ça se rencontre. Parce qu'il y a le côté musique et le côté scientifique qui est tous les deux à l'œuvre. Oui. Dans ça. Est-ce que ta formation en physique, justement, lorsque tu fais des prises de son, est-ce que ça t'a aidé? Certainement, c'est sûr, parce que l'acoustique, les ondes, de voir ça comme des ondes, de voir tous les effets que des fois on s'explique mal ou on le fait par essai-erreur. Moi, j'avoue que j'en ai fait de l'essai-erreur beaucoup, puis j'ai fini par rattraper ça avec la théorie que j'avais appris à l'université un peu. D'accord. Fait que dans le fond, que ce soit les résonances, que ce soit les effets de proximité, toute la microélectronique, dans le fond, je l'ai fait d'une drôle de façon. J'ai fait sur le tas. J'ai pas fait de cours d'enregistrement. Fait que j'ai tout fait sur le tas. Essai-erreur. À faire plein de projets. Mais en fin de compte, le background que j'avais théorique, j'ai venu rattraper tout ça. Oui. Parle-moi du studio Monolithe. C'est une belle aventure que tu as eue avec Martin Ménard, ton collègue. Oui. Parle-moi donc de ça. Bien, ça, Martin, moi, c'est mon ami. C'est mon ami depuis toujours. Puis ça va rester toujours mon ami. Puis on a été partenaires dans des groupes. On a fait de la musique ensemble. Puis quand on a commencé à faire du studio, ça fait déjà quasiment 15 ans de ça, on est tombé à pieds joints là-dedans les deux. Fait qu'on a fondé ça, le studio Monolithe, puis on a fait plein de projets. Des projets souvent... tu sais, des fois, c'est des démos, des fois, c'est la pré-prod, des fois, c'était des vraies productions.
On a fait plein de choses, ça a été vraiment le fun. Dernièrement, j'ai repris le studio Monolith à moi tout seul, mais c'est devenu aussi un studio plus privé. C'est plus pour mes projets. De temps en temps, je travaille avec des artistes que je vais faire des choses à la maison. Mais c'est beaucoup pour moi. C'est plus un studio commercial. Quel est l'équipement que tu as à la maison en frais, par exemple, de console? Oui, ben moi j'ai une DDA qui est une console de studio. En fait, c'est une console avec des sorties sur chaque entrée. Fait que c'était pas une console de live. Fait que c'est une console qui a été faite en Angleterre. Tout avec des stripes qui se séparent, là, désolé pour l'anglicisme. Fait que c'est vraiment une bonne console. Quand on essaye les préamps, j'ai d'autres préamps externes, mais les préamps de la console font quand même pas mal la job. Fait que j'ai une grosse console DDA. Puis en plus, là, c'est le cerveau un peu de l'opération. Oui. Fait que ça, c'est le côté console. Francis, dans ta musique, il y a un côté très roots, très country blues aussi. Parle-moi donc de tes influences qui ont mené à ce type d'écriture-là. En fait, c'est peut-être aussi pour ça que ça a été long avant que je me découvre comme auteur-compositeur. Pendant longtemps, j'étais contrebassiste, j'étais bassiste, mais je jouais un peu de guitare, de la slide, là, du blues à la maison. Mais mes influences étaient très américaines, très Americana, dans le fond, là, Daniel Lanois, même Bob Dylan, Neil Young, c'est les premiers trucs que j'ai vraiment beaucoup accrochés, qui n'étaient pas du punk rock, disons. Quand j'étais jeune, c'était du punk rock, c'est correct mais aussi. Quasiment en même temps, j'ai découvert ça dans les trucs de mes parents, puis plein de trucs, là, même Sam Cooke, du gospel, du blues, mon père écoutait beaucoup de blues, tout ça. Fait que, tout ça, c'était ça mes influences. Puis là, moi, auteur-compositeur, je savais pas par où attraper ça. Parce que refaire du Bob Dylan comme francophone, je ne voyais pas le point de ça. C'est pour ça que c'est resté en dormance longtemps. Mais là, après ça, quand j'ai réussi à travailler, de le faire en français, à ma façon, mais en gardant mes influences un peu roots americana, c'est ça le mélange que j'ai trouvé qui était un peu mon mélange à moi. OK. Tu as fait ta formation au Cégep d'Alma en musique. C'est quand même un endroit très spécial pour les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui passent par là, que ce soit comme musicien ou comme ingénieur. Parle-moi donc de ça un peu. Effectivement, je vais toujours me souvenir de ces 3 années-là. C'était dans les plus belles années de ma vie, à coup sûr. Puis c'est là la première fois qu'on rencontre du monde, ben pour moi, qui sont autant passionnés que toi par la même chose. Fait que ça, c'est toujours précieux, ça. De se rendre compte qu'on n'est pas seul dans notre trip. Francis, j'aimerais aborder le côté artiste en toi, mais d'une approche studio. Donc, évidemment, tu es ingénieur, tu es ingénieur de son, tu es propriétaire de studio. Mais quelle est ta préparation, puis quelles sont tes attentes lorsque, en tant qu'artiste, tu arrives en studio? Oui, puis ça, j'ai beaucoup travaillé là-dessus dernièrement parce que depuis 1 an et demi, j'étais dans l'enregistrement de mon premier vrai album. Puis je me suis entouré de d'autres personnes. Je me suis rendu compte aussi que c'était d'avoir une opinion externe, d'aller chercher quelqu'un qui a déjà fait le trajet. Fait que ça, pour moi, ça a été Éric Blanchard, qui est un réalisateur qui a beaucoup de bagages. Puis là, il joue dans Rick et les bons moments et dans anciennement Raton Laveur qui jouait. D'accord. Et puis Éric était mon réalisateur. Je me suis rendu compte du rôle du réalisateur, comment c'était important. Puis comment que ça rejoignait aussi, moi, comment que je voulais faire ça. Si j'avais une chose à dire là-dessus, c'est qu'il faut être flexible. Puis ça, au début, moi, j'étais un peu trop rigide dans mon approche. Puis ça devient un peu épeurant, parce que le studio, c'est un peu épeurant. Oui, absolument. Parce que, dans le fond, quand on essaie de trop contrôler, d'arriver prêt, ça marche pas, ça non plus. Non, on perd la spontanéité. On se perd la spontanéité. En même temps, quand on n'est pas assez préparé, ben là, ça devient terrible. Le studio peut être une expérience même traumatisante pour certains. Hein. Il y en a qui n'en referont jamais après en avoir fait. C'est de trouver l'équilibre entre les deux. Puis justement, Éric, mon ami Éric Blanchard, me disait toujours la même chose. On était à la recherche de la magie. Fait que la magie, elle se passe où? Un peu entre les deux. C'est ça. Quand on a quelques takes de fête, quand on commence à être à l'aise, avant d'être tanné. Francis Forêt, quelle est la première pièce qu'on va capter aujourd'hui? La première pièce, ça s'appelle Printemps. C'est une chanson atmosphérique un peu, puis un peu imagée. Fait que c'est à vous de trouver un peu le sens que vous voulez y mettre. D'accord. On y va? Parfait. Excellent. Indécise, une main s'accroche, l'autre sous ensablé, tour à tour, doux et rugueux. Je te déçois, je te charme, l'ambivalence s'aspire. Tu ne peux que découvrir nos aspérités s'attirent. En attendant le revirement, je
Je te tiens dans la gauche. Je te tiens dans la droite. Le reflet vers une surface polie. Un grimat impoli, impoli. Demain je prends la tienne, puis tout une des miennes. Révéler l'incertitude, le quantum de mon mou. Si les défauts t'indisposent, notre temps est compté. Si tu sables nos différends, s'agenceront nos parois. Je te tiens dans la gauche. Je te tiens dans la droite. Reflet vers une surface polie. Un grimat impoli, impoli. Parfois plein et parfois rue. 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 Toujours l'un contre l'autre. Moi, j'étais un gars de studio à la base. Fait que le live, j'adore ça aussi. Mais justement, avec la pandémie, j'ai fait que du studio quasiment depuis 1 an. Je commence à avoir hâte de faire du live. Fait que aujourd'hui, là, je dirais du live que ça me tente. Moi, j'avais un groupe qui s'appelait Fern et les Fougères. Puis on a fait la première partie de Patrick Normand à Jonquière en musique. Puis d'arriver, puis c'est la première fois que je jouais des compositions dans un gros spectacle. Tu sais, il y avait 5-6 000 personnes. Puis d'arriver, puis jouer des compositions à moi, puis que la réaction du monde était quand même bonne, tu sais, il était venu voir Patrick Normand, là, on s'entend. Mais c'était de partager ça avec le public-là, ça m'a donné la confiance, puis le petit plus qui me manquait pour me dire, je pense que ça peut se faire, mes compositions, tu sais. Fait que c'était vraiment un show mémorable. Ben, ce qui m'inspire, tu sais, c'est toujours dur, ça c'est une question difficile à répondre, parce que qu'est-ce qui nous inspire? C'est toujours, des fois c'est le quotidien, des fois c'est un élément, mais ce qui m'inspire, là, c'est d'être vrai. À quelque part, c'est ça le plus important, c'est d'être vrai. Vrai, pour moi, c'est d'aller chercher quelque chose qui résonne bien avec moi. Des fois, c'est dans un fait divers, des fois, ça va être dans une histoire inventée, des fois, ça va être quelque chose qui me reflète moi vraiment. Mais l'important, c'est toujours de garder l'authenticité là-dedans. Ça serait Abbey Road. C'est pas une réponse très spécial, mais Abbey Road, autant dans le studio A que le studio B, qui était un petit peu plus petit, mais qui a eu des affaires vraiment extraordinaires là-dedans. Mais ça, justement, là, le A, il est trop gros pour moi, je trouve. Mais le B, moi, ça serait là. Faire un projet, là. Dans 20 ans, moi, je me vois faire encore de la musique. Ce serait ça le plus important pour moi. Sous quelle forme, on va voir. L'important, c'est aussi d'être capable d'attraper les balles que la vie t'envoie. Fait que, moi, ça, c'est quelque chose que j'essaie de toujours faire dans ma vie, d'être ouvert aux possibilités. Ça me permet de garder le cap, mais quand même de réagir à qu'est-ce qui nous arrive ou à toutes les belles possibilités que la vie nous envoie. Quand on essaie d'être trop rigide, ça marche moins bien. Puis quand je me vois dans 20 ans, c'est flou, mais c'est intentionnellement flou. Francis t'a apporté 2 instruments magnifiques aujourd'hui. Parle-moi donc de ça. T'as une belle Rickenbacker dans les mains. Merci. Ben oui, c'est mon petit côté années 60. Là, oui. Moi, je suis un gros fan des Byrds. Oui. Roger McGuinn, là, qui est vraiment une de mes idoles. Là, ça, c'est à la fois psychédélique et à la fois pop. Oui. Ça, j'ai des trucs que j'aime vraiment beaucoup. Fait que la 12 cordes, là, je trouve que ça élargit le son. OK. Vraiment beaucoup. Puis une Rickenbacker, c'est ça le son. Un peu qu'on a dans l'oreille quand on passe une 12 cordes. Parce que c'est les premières vraiment qui étaient des instruments qui étaient
qui jouait super bien. Parce que c'est ça, souvent, le premier contact qu'on a avec une 12 cordes, c'est une guitare qui joue très difficilement. Oui, puis c'est dur à accorder. Ouais. Ça se désaccorde, c'est compliqué. Ouais. Quand j'ai mis les mains là-dessus, wow! En plus que elle était belle, ça m'inspirait. Tu sais, les couleurs de guitare, c'est pas important, mais en même temps, ça nous allume. Fait que la Rickenbacker, c'est une guitare que j'ai depuis quelques années, là, puis j'en ai mis beaucoup sur mon album. D'accord. Fait que je me suis rendu compte que j'en mettais dans le studio, pourquoi pas en faire live. C'est pour ça que je l'ai utilisé pour la première fois. Tu l'envoies dans quoi? Tu la traites comment? Dans quel ampli? Puis dans quelle pédale? Dernièrement, j'utilise un setup stéréo. OK. Fait que ça, c'est un truc là, un peu à la Daniel Lanois. On parlait de Daniel Lanois, là, qui fait ça souvent, lui. Il utilise un ampli qu'on appelle wet. Oui. C'est-à-dire complètement avec des effets. Cet ampli-là, tout seul, ça serait pas intéressant. Il y aurait trop de réverbération, trop d'effets, trop mélangé. Mais en combinant ça avec un ampli qui a presque aucun effet dedans, ça nous donne vraiment le meilleur des deux mondes. Puis on peut traiter les effets plus spécifiquement aussi. Quand on a besoin de passer les deux dans le même ampli, là, c'est comme un compromis toujours. Là, on ne fait pas de compromis d'un côté comme de l'autre. Moi, j'étais un classique Fender, j'étais un gars de Fender quand même. Un Tweed pour l'ampli qui est très dry. Oui, d'ailleurs, tu as un bel ampli aujourd'hui, un Tweed 55. Un 55, un Deluxe Tweed. Ça, c'est mon ampli qui est très, très dans notre face. Ça a de la présence. Puis de l'autre côté, c'est un Deluxe Reverb, un 68. Donc, un ampli beaucoup avec un EQ qui est très différent, mais qui nous donne un autre son. Puis c'est lui que j'utilise avec le reverb. Plein de réverbération à lampe, tout à lampe. En tout cas, c'est vraiment un bel instrument. Tu as apporté une autre guitare aussi qui est très, très particulière, qui est une Silvertone. C'est quoi, tu peux peut-être tenir la Rickenbacker pour l'instant? La Silvertone, mais ça, c'est une arme secrète pour moi. C'est une guitare qui vaut pas très cher, qu'on peut trouver. D'accord. En fait, même si on regarde sur Internet, il n'y a pas beaucoup d'informations. Pourquoi? Parce que ces Silvertones-là, c'était fait au Japon, fin des années 60, début 70, mais c'est des modèles Sears. Pour le Sears Canada. OK. Fait qu'aux États-Unis, on n'en trouverait pas. C'est vraiment canadien, ça. Cette configuration-là, ces pick-up-là et tout ça. Puis c'est une guitare qu'à la première vue, ça a tout en l'air à mal jouer un peu. Mais avec un bon kit de lutherie, un petit peu d'amour, ça a un son bien caractéristique. Oui. Puis ça n'a pas beaucoup d'output. Ça n'a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de son qui sort, parce que c'est comme des modèles étudiants. Mais quand on utilise des pédales pour remonter le son, on se rend compte qu'il y a un ton là-dedans. Absolument, c'est très chaud, très particulier. Tu viens de terminer l'enregistrement de ton premier album, Francis Forêt. Parle-moi donc de ça et à quel moment ça sera lancé? Oui, mon premier album, j'ai pris mon temps, mais je suis bien content. Fait que le premier extrait était lancé au printemps. Et après ça, je vais sortir 1 ou 2 autres extraits. D'accord. Et puis l'album complet sort au début de l'été, 2021. Fait que c'est le grand lancement. On est encore en pandémie, mais un moment donné, il faut lancer ça dans l'univers. Oui, absolument, il faut y aller. Là. Oui. Est-ce que l'enregistrement de ton album a été fait au studio Monolith? Oui, en grande partie. Dans le fond, là, on a vraiment procédé, parce que c'est un premier album, ça a été long, la pandémie nous a dérangé. Ça a été vraiment fait d'une façon un peu chaotique. Mais la plupart des instruments ont tous été faits au studio Monolith. Mais on a fait quelques voix à Québec, puis on a fait la batterie, on l'a fait au studio Wild. D'accord. À Saint-Zénon. Fait que ça a été c'est un beau studio, ça. Un studio extraordinaire de Pierre Rémillard, qui est vraiment un ingénieur de son incroyable, en plus de son studio qui est de rêve. Ben oui. Puis il y avait Olivier Beaulieu au drum, drummer exceptionnel. Fait que ça, on a fait ça en dernier même, ce qui n'est pas supposé faire. On est supposé faire au début. Curieux, OK. Mais non, on avait fait les maquettes au complet avec de la programmation qui était peut-être même pour rester. Puis en fin de compte, on a fait de la vraie batterie. Mais là, on est tombé en amour avec le son. C'est vraiment d'aller chercher un vrai musicien, un vrai batteur, ça fait toute la différence. Oh oui, puis on avait utilisé Éric Dion au banjo, au slide, est un super guitariste qui joue dans le shed. Super bon band qui vient de Gaspésie. Puis avec mon Éric Blanchard qui joue de la slide aussi, qui est un pedal steel, tout ça. Fait qu'on a fait plein de guitares, tout le monde jouait tous les instruments un peu. Puis après ça, on a rajouté la batterie. Quel a été ton processus d'écriture pour cet album-là? Il y avait des chansons que je traînais depuis longtemps. Fait qu'il y en a que j'ai juste peaufiné. J'ai travaillé avec du monde qui m'ont fait à réaliser aussi qu'on pouvait travailler les chansons encore plus, les textes, le piétage, tout ça. Fait que ça a été un apprentissage. Pour ça, j'ai fait les chemins d'écriture à Tadoussac. Un atelier vraiment extraordinaire qui n'est pas évident à aller faire. Puis j'ai été choisi pour ça il y a 2 ans. Pourquoi pas évident? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut le faire. Aussi simple que ça. J'avais envoyé ma première chanson, Gaz de bateau à voile, puis j'ai été pris. Fait que j'étais vraiment content d'aller faire ça avec un professeur, Xavier Lacourcière de France.
Puis on a travaillé une semaine assez intensément, là, parce que ça a changé ma vie d'auteur-compositeur. Fait qu'à partir de là, j'étais aussi à la petite vallée, au camp de la chanson, tout ça, travailler sur mes chansons, j'en ai des nouvelles. Puis en fin de compte, dans un processus, il faut être ouvert. Il y en a même une qui était composée une semaine avant l'enregistrement. Ah, OK. Fait qu'il y en avait qui avaient 2 ans, puis il y en avait qui avaient une semaine. Oui. Un peu de tout. Tu as une carrière florissante d'auteur-compositeur, mais je pense que tu vas rester réalisateur aussi. Donc, comment tu deals avec les deux? Est-ce que tu as d'autres projets de réalisation qui s'en viennent? Ben, là, j'ai des choses qui vont s'en venir tranquillement, pas vite. Plus, là, la dernière année, c'était vraiment pour mon projet personnel. Mais ça, un coup que ça va être mieux lancé, puis tout ça, ben, je vais me remettre à faire de la réalisation. Là, j'ai déjà 2-3 auteurs-compositeurs qui veulent travailler avec moi, qu'on a commencé à écouter les chansons, travailler les chansons. Parce que je me suis rendu compte que le travail en amont était encore plus important que je pensais. Absolument, oui. Le studio, en fait, compte, n'est pas si compliqué à faire quand la chanson est prête. Voilà. Quand la chanson n'est pas prête, c'est très difficile. là, c'est là que le cauchemar commence. Oui, absolument. Fait que là, c'est ça que je me suis rendu compte que je pouvais essayer de passer un peu ce que j'avais appris dans mon propre processus à d'autres auteurs-compositeurs. Oui, puis c'est intéressant parce qu'il y a vraiment un aspect créatif important en tant que réalisateur. Donc ça, tu peux mettre ça à profit aussi. Exact. C'est un peu ça. Puis de travailler dans d'autres studios, pas seulement le mien, en tant que réalisateur aussi. Fait que ça, c'est des plans à moyen et long terme. Fait que je fais ma musique, mais des fois, quand tu fais un bon projet avec quelqu'un d'autre, ça t'emporte aussi. Fait que c'est de faire la bonne balance entre les deux. Absolument. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Bien, 2021, c'est une grosse année pour moi. Fait que je sors mon album. En même temps, je participe à ma première place des arts. Qui devrait passer toute l'année. Ça passe en rediffusion nationale. Fait que là, j'étais dans les quarts de finale. On va voir pour la suite. Là, au moment d'écouter l'émission, on va savoir. Je fais aussi le concours national de la chanson de Grande-Bay. J'ai été pris pour les auditions là-bas. Fait que ça, on va voir qu'est-ce que ça va donner aussi cet été. Fait que ça, c'est le côté concours. Puis après ça, j'ai eu une bourse du Conseil des arts et lettres du Québec. Une belle bourse pour la réalisation d'un projet cet automne avec mes musiciens. On va refaire un cycle d'écriture de chansons. Puis là, on va travailler différemment. À place de faire tout un peu à la pièce, on va essayer de jouer en groupe. D'accord. Plus un aspect live. Plus un aspect live. Là, pour le deuxième cycle de chansons. Probablement, ça va décoller le deuxième album. Oui, puis au travers de ça, t'es nouveau papa de 2 belles petites jumelles aussi, donc ça doit te prendre du temps. Effectivement. Effectivement, mais sauf que ça apporte beaucoup aussi. On dirait que j'ai vu tout de suite un changement dans mon jeu de guitare. Ah, c'est vrai? Bizarrement. Ça peut avoir la quétaine, mais dès le retour d'hôpital, on dirait que j'avais un focus différent. Ah, c'est intéressant. Est-ce que ça t'inspire pour d'autres textes, d'autres chansons? Ben là, on va voir. Pour l'instant, là, pas encore, parce que le manque de sommeil est difficile sur l'écriture de chansons. Effectivement. Mais quand ça va revenir un peu tout ça, là, c'est sûr que ça va paraître dans les chansons, parce que quand l'objectif est d'être vrai. Tout ce que tu vis, ça se retrouve d'une façon ou d'une autre. Francis Forêt, quelle est la deuxième pièce qu'on va capter aujourd'hui? La deuxième chanson, c'est une chanson quasiment aux allures traditionnelles. Un peu hypnotique. Ça s'appelle Lac qui cale. Parfait. Francis, ça a été un bonheur de te recevoir. Je te souhaite le plus grand succès avec ton album, mais je te souhaite aussi de continuer comme réalisateur puis propriétaire de studio. Alors, grand succès à toi. Merci d'être venu aujourd'hui. C'est moi qui te remercie, Martin. Puis, écoute, de venir au studio là, pour la première fois, là, ça faisait longtemps qu'on voulait le faire. Je suis vraiment content ce matin. Puis, merci beaucoup de l'invitation. Parfait. Bonne chance. Merci. Reflet bleuté de lac en train de caler, nature morte qui se remet à bouger, tendres bourgeons, les seuls qui sont pressés, au précipice d'un élan forcené. Ici le temps semble suspendu, mon discours intérieur c'est presque tu. Pourtant Bouddha, je ne suis pas, crois-moi. Sur la face cachée, le chien aboie. Dans le bois, à l'année, je reste gravé. Dans le bois, à l'année, même en ville. Un choc sourd, une hache qui fend rythmé. Le café corsé amène au travail.
ferme les yeux, je vois le chemin pour m'y rendre. Là où les épinettes sont encore grandes. Travers des nuages, une percée. Bientôt achèvera me réchauffer. Les mains ben gommées, fatiguées. Mon empreinte comme un bas de laine troué. Dans le bois à l'année, reste gravé. Dans le bois à l'année, même en ville. Je marche sur les terres de la couronne. Ça fait un bail que j'y ai vu la reine. Et pourtant tous ceux qui passent du temps ont croisé un bouffon impénitent. Mais c'est ça le charme de monter au camp. Le calme et la folie qui se regardent. La liberté de changer de côté. Juste les fous qui changent pas d'idée.